sur cet enjeu 3 concernant les conditions de circulation, d'accueil et d'intégration des personnes, qui constitue notre thème d'aujourd'hui. Nous allons passer en revue un certain nombre d'éléments. D'abord, vous dire que concernant les intervenants, nous aurons le plaisir d'accueillir trois personnes ressources. D'abord, Sylvie Bredelou, qui est socio-anthropologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche et de développement IRD, au laboratoire Population, Environnement et Développement, qui nous amènera un éclairage de chercheurs avec cet avantage qu'elle a d'avoir travaillé sur beaucoup de pays du littoral ouest africain, mais également beaucoup de pays sahéliens et autres. Idriss Bari, qui est chercheur associé au Centre d'études africaines à l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales à Paris, qui est également consultant en projet de développement, qui est guinéen et qui a déjà des publications sur la migration en Guinée et qui pourra nous apporter des éclairages sur vraiment de quoi on parle quand on dit migrants, voilà, les localités, les opportunités, les tensions qui apparaissent, etc. Et puis, Mariama Kessou-Sow, qui est économiste, chef de file migration et emploi des jeunes, au sein de l'initiative prospective agricole et rurale IPAR, qui est un think tank basé au Sénégal, mais qui travaille dans la sous-région. Donc, elle est coordonnatrice scientifique adjointe du projet Migration et politique d'intégration en Afrique de l'Ouest sur 3 pays, Guinée, Niger, Sierra Leone et Sénégal. Donc, votre serviteur, moi-même, Daoud Diagne, et puis, on n'aura pas la chance d'avoir Doudou Gueye du côté de l'université Hassan Sek qui était avec nous lors des premières tables rondes, mais qui a été empêché pour des raisons involontaires et qui sera quelque part remplacé par Julia Rérol du GRDR qui sera du côté de Bissau. Ce n'est pas loin des Ziguinchor. Et puis, cette table ronde, on va aborder quelques questions qu'on posera à nos intervenants, mais on souhaiterait aussi vraiment une interactivité avec vous, les participantes et participants, à travers 3 questions qu'on vous soumet. Et auxquelles on attend des réponses et on vous incite à répondre. La première, c'est quelle est selon vous la destination principale des migrants issus des régions du littoral ouest africain? Donc ici, on parle de destination. La deuxième question, c'est quelle est selon vous la principale activité motivant l'arrivée d'immigrants dans les territoires du littoral ouest africain? Donc on le voit, départ, mais également arrivée. Et troisième question, quel est selon vous le principal frein à la mobilité dans les régions du littoral ouest africain? Donc voilà 3 questions qu'on vous soumet et on vous invite vraiment à ne pas hésiter à y répondre. Et quelque part, au milieu de notre webinaire, on va essayer d'interagir avec les intervenants pour voir, voilà, est-ce que nos positions de départ auront évolué entre-temps ou pas. Voilà. Mais en même temps, autant on pose des questions aux participants, autant aussi on a des aspects qu'on voudrait aborder avec nos aimables intervenants sur les conditions de circulation, d'accueil et d'intégration des personnes. On le voit, il y a une multiplicité de destinations en fonction des zones où on se trouve, des zones de départ et de l'attraction suscitée par les zones d'arrivée. On le voit, il y a
beaucoup de flux de biens, de personnes, mais également, il ne faut pas l'oublier, de savoir, on pourra en parler. Mais une question qu'on doit se poser, c'est quelles sont les perspectives en termes de conditions de circulation, d'accueil et d'intégration des personnes. Et pour répondre à cette grande question, on peut se poser 3 sous-questions. Comment contribuer à faciliter la circulation, l'accueil et l'intégration dans cette région littorale? Mais également, comment les flux de biens, de personnes, de savoir favorisent la valorisation et la préservation des ressources du littoral? Et enfin, en quoi les dispositifs locaux, régionaux et nationaux de gestion des ressources naturelles, ça renvoie à l'enjeu 1, mais aussi la dimension économique qui renvoie à l'enjeu 2, comment ces dispositifs favorisent la précarité des personnes en mobilité, les tensions entre acteurs des territoires frontaliers. Donc, on se rend compte que autant on peut avoir du positif, autant on peut avoir des tensions qui peuvent être générées par ces mobilités. Et on aimerait que nos intervenants puissent nous apporter leur éclairage par rapport à ces multiples dimensions, chacun selon l'angle d'attaque qui lui convient le mieux. Et pour ce faire, on s'est dit qu'on pourrait démarrer avec Mariama pour justement voir avec elle par rapport aux études qui ont déjà été menées par l'IPAR concernant la migration, compte tenu de ce qui est possible, parce que permis par la loi. Depuis 1979, on sait que oui, on peut circuler. Mais entre ce que dit la loi et les actes, il peut y avoir quand même, voilà, il y aura certainement quelque chose à dire. Et on voudrait lui donner la possibilité de nous donner quelques éléments par rapport à cette migration qui est en train de se dérouler, avec parfois un focus sur les jeunes, un focus sur les femmes. Et puis, on reviendra à vous pour des questions un peu plus en détail. Donc, on est preneur de quelques éléments d'analyse par rapport à ces 3 questions un peu génériques que nous avons posées pour cette table ronde 3. Donc, je rappelle encore aux participantes de ne pas oublier de nous envoyer leur question au fur et à mesure. Donc, Mariama, tu peux réactiver. Je ne t'entendais plus, hein? Bon, moi, je ne t'entendais plus. D'accord. Ah, bon. Ok, merci beaucoup, Daouda. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci au GRDR vraiment pour cette invitation et félicitations pour cette initiative sur ces réflexions sur les thématiques qui font l'actualité dans la sous-région. Alors, pour répondre à la question qui nous a été posée, avant tout, d'abord, il faut d'abord préciser que la zone du littoral dont il est question dans ces échanges la fait partie d'une communauté économique, notamment la CEDEAO, Daouda l'a rappelé. Donc, et dans le cadre de la CEDEAO, nous disposons déjà d'un cadre stratégique qui régit les mobilités des personnes au sein de la sous-région. Je fais ici allusion au protocole d'accord qui a été signé et adopté depuis 1979. Ce protocole qui accorde à tous les citoyens de la communauté la liberté, le droit d'entrée, de résidence et d'établissement. Alors, il faut reconnaître depuis l'adoption de ce protocole, il y a eu beaucoup d'avancées, hein, il faut le reconnaître. Il y a eu des avancées qui sont considérables dans la mesure où de nos jours, tout citoyen de la CEDEAO peut voyager dans n'importe quel pays sans pour autant qu'on lui demande un visa d'entrée. Il y a eu également la suppression du carte de résidence et j'en passe. Mais à côté de ces
de ces avancées, il faut reconnaître aussi qu'il y a eu des difficultés. Il y a de nombreuses insuffisances dans l'application de ce protocole. Donc, quand je parle de difficultés, par exemple, on peut parler de l'application sélective des textes de la CEDEAO. Il y a certains pays qui n'appliquent pas les textes comme c'est inscrit dans le protocole. Notamment, c'est le cas de la carte d'identité nationale. En principe, on devrait pouvoir voyager avec la carte d'identité nationale dans toute la sous-région, alors qu'il y a d'autres pays qui, jusqu'à de nos jours, ils refusent d'accepter cette carte d'identité nationale. Il existe le passeport. Alors, après 40 ans, parce que depuis l'adoption, ça fait déjà 40 ans, donc après 40 ans depuis l'adoption de ce protocole, la libre circulation des personnes peine toujours à être pleinement effective. En raison des pratiques que nous connaissons tous, des pratiques illicites, des abus qui se passent dans nos frontières. C'est dans cette perspective que l'IPAR, à travers une recherche-action sur la migration et les politiques d'intégration en Afrique de l'Ouest, qui est avec l'appui de OSIWA, c'est une étude, je rappelle que c'est une étude qui est en cours, on n'a pas encore finalisé, qui est mise en œuvre dans 4 pays, le Sénégal, la Guinée, le Niger et la Sierra Leone. Donc, dans le cadre de cette étude, nous sommes en train d'analyser la situation des personnes à mobilité par rapport à leurs droits, par rapport à leur accès aux services sociaux de base, mais aussi par rapport à leur intégration au sein des communautés, ainsi que leur niveau de connaissance par rapport au texte. Donc, pour aller plus vite, je vais donner quelques résultats que nous avons trouvés sur le terrain. Donc, alors, en termes de résultats, il faut reconnaître que les tracasseries et les tracasseries sont des pratiques qui persistent toujours au niveau de nos frontières, avec la multiplication des postes de contrôle. Et à chaque poste de contrôle, il faut forcément payer de l'argent avant de franchir. Et souvent, cette situation, d'après le constat que nous avons trouvé sur le terrain, ce sont les transporteurs routiers, ce sont les usagers de tous les jours qui estiment être les parents pauvres de cette libre circulation. Parce que selon eux, ils perdent en argent, en temps et en énergie quand ils essayent de franchir les frontières pour aller dans un autre pays voisin. Alors, quand ils refusent de payer, d'obtempérer au paiement de ces sommes d'argent qui sont demandées, souvent cela entraîne des violences physiques, morales ou psychologiques. Alors, disons aussi que un autre élément que nous avons trouvé, c'est toujours dans le cadre de l'application sélective. Par exemple, quand on prend le carnet de vaccination, en principe, tout citoyen de la CEDEAO, on ne devrait pas lui demander un carnet de vaccination pour voyager dans un autre pays, alors que c'est devenu une source de raquettes. On continue d'exiger cette carte de vaccination au niveau des frontières. Alors, un autre élément que nous avons trouvé sur le terrain je pense qu'il n'est pas encore documenté, c'est le principe de réciprocité qui est prôné ici par les citoyens eux-mêmes. Principe de réciprocité, ça veut dire quoi? Au fait, c'est par exemple un Guinéen qui traverse la frontière pour venir au Sénégal s'il est racketté. À son retour vers la Guinée, il va exiger que le Sénégalais qui part en Guinée ait le même traitement. Donc, c'est quelque chose qui est en train de s'installer sur le terrain à la base. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Et il faut reconnaître que face à ces abus, souvent, les citoyens n'ont pas de voie de recours. Ils ne font pas recours et quand ils font recours à leur ambassade, les ambassades souvent n'ont pas les moyens nécessaires pour vraiment accompagner ou apporter un appui juridique à leurs concitoyens. Alors, en termes de connaissance de leurs droits, il faut aussi reconnaître que les citoyens ne connaissent pas leurs droits. Quand ils se déplacent, ils n'ont pas connaissance du tout de leurs droits. Leur décision de voyager n'est pas basée sur des informations qui sont complètes et fiables. Donc, les rares personnes qui connaissent leurs droits, notamment les étudiants ou les professionnels, sont souvent réticents, souvent réticents à céder. Mais ils finissent par céder parce que pour éviter les pertes de temps que cela entraîne. Donc, souvent, tu es obligé, pour ne pas perdre de temps, de payer pour continuer ton voyage. Alors, en termes d'intégration au sein des communautés, là, il faut noter aussi que toutes les nationalités ne sont pas au même niveau. Et c'est là en raison de plusieurs facteurs. Il y a certaines communautés qui sont bien intégrées comparées à d'autres. Et les facteurs qui peuvent expliquer cela, c'est le partage de la même histoire, la religion, la langue, le mariage et la proximité ethnique. Quand on prend un pays comme la Guinée, le Mali, et
un peu moins la Guinée-Bissau, parce que la Guinée-Bissau, il y a la barrière de la langue qui s'oppose. Donc, quand on prend un pays comme la Guinée et le Mali, c'est souvent des communautés qui sont vraiment très bien intégrées, au Sénégal. Alors, pour revenir à la question rapidement, je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, pour faciliter la libre circulation des personnes, il y a quand même des préalables qu'il faut accomplir. Notamment, c'est le besoin de vulgariser les textes à travers des supports bien adaptés auprès des citoyens de la CEDEAO. Il faut également renforcer la capacité des acteurs, notamment ces personnes qui traversent les frontières. Il faut les sensibiliser à travers, les former également, les accompagner dans l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer efficace qui est adaptée à leur situation. C'est d'ailleurs la deuxième phase de notre étude. Après la phase de recherche, nous comptons, parce que le but, c'est de vraiment, la finalité, c'est d'accompagner les migrants afin que leurs droits soient reconnus. Donc, ça sera la deuxième phase de notre recherche-action. Alors, un autre élément aussi serait vraiment d'appliquer ces textes contenus dans le protocole. Parce qu'adopter un texte, c'est une chose, mais veiller à l'application sur le terrain en est une autre. Donc, il faudrait qu'on mette en place des mécanismes pour que ces textes contenus dans le protocole soient appliqués sur le terrain. Alors, également, entamer avec la société civile, peut-être entamer des actions de plaidoyer pour l'adoption de politiques migratoires qui prendraient en compte les dispositions et traités régionaux. Parce que je ne l'ai pas dit tantôt, mais dans la plupart des pays de la CEDEAO, il n'y a pas une politique migratoire. Et il y a des textes qui régissent la migration dans chaque pays. Et souvent, ces textes, il n'y a pas une intégration du protocole dans les lois au niveau local. Donc, il y a ce problème-là aussi qui se pose. Donc, bon, dans un premier temps, je pense que je vais me limiter là et attendre le rebondissement. Merci, Daouda. Merci beaucoup, Mariama. On le voit donc, une volonté, certes, bien affichée au niveau sous-régional, mais une applicabilité au niveau national qui pose encore problème. Je rebondis sur ce que vous avez dit en dernier. Quelque part aussi, est-ce qu'on n'est pas face à des difficultés en termes de connaissance des migrants? C'est qui ces migrants? Parce qu'on parle beaucoup d'intégration, mais en fait, d'où est-ce qu'ils partent, où est-ce qu'ils vont, quelle est la proportion en termes d'échelle, en termes de sous-région et au niveau international? Est-ce que quelque part aussi, on n'est pas face à une situation où, si les pays n'ont pas de politique de migration, il y a des politiques de migration qui se décident au-dessus de ces pays, à d'autres niveaux, et qui risquent aussi de s'imposer à ces pays et qui peuvent aussi expliquer ces différences entre ce que disent les textes et ce que font les pratiques. On va se tourner du côté de Barry et faire un focus un peu sur la lecture qu'on pourrait avoir si on se positionnait, par exemple, du côté de la Guinée. Quelle lecture on pourrait porter sur c'est qui ces migrants, ceux qui partent, ceux qui viennent, quelles sont les dynamiques en cours actuellement et est-ce qu'il y a des mutations ces dernières années par rapport à cette tension, exploitation des ressources et protection des ressources? Quelle est la lecture que vous faites de ces enjeux? Ibrahima? Merci à tout le monde et merci effectivement GEDR parce que c'est pas, il faut reconnaître quand même, c'est pas une chose, une pratique habituelle lorsqu'on parle effectivement de ces mouvements sous-régionaux et on remercie donc le GRDR d'entamer ces nouvelles discussions qui sont plutôt d'ordre scientifique et politique parce que bon, avec le temps, ça commence aussi par là les solutions en fait parce que bon, jusqu'à présent, on n'a pas l'habitude trop d'avoir une table ronde autour qui regroupe des thématiques en même temps, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée. De l'autre côté, il y en a souvent, c'est-à-dire le Sénégal, la Gambie et les autres. Mais bon, la Guinée, au fur et à mesure, nous allons intégrer le système et je pense que c'est aussi important dans le futur pour que, effectivement, qu'il y ait une harmonisation de toutes ces pratiques. Donc, les migrations et les mutations, les dynamiques
les actualités dont vous parlez autour de ce processus migratoire, il faut savoir que c'est les migrations sur cette partie dont vous parlez, généralement, c'est une migration qui suit les ressources. Donc, ce sont les ressources naturelles de ces régions qui sous-entendent toute la migration autour de ce littoral. Donc, ce n'est pas plus d'autre chose que ça, parce que toutes les migrations, les installations, les départs et les arrivées dans cette région sont principalement dues à l'exploitation des ressources de cette région. Donc, elles n'ont pas commencé aujourd'hui. Les premières ressources qui étaient exploitées, notamment, vous savez, la pêche, avant même l'implantation ou la découverte des autres, c'est le premier facteur qui a fait appel plutôt à une forme d'immigration du côté ouest de la Guinée, une migration littorale, parce que dans cette région que vous appelez la région de Bouquet, il y a une division administrative qui implique une division naturelle. Donc, dans cette dynamique, il y a deux régions parce qu'ils sont scindées. Vous avez le côté ouest, littoral, qui regroupe la région de Bouquet et deux autres villes, Fria et Boufa. Et de l'autre côté, vous avez une autre qui regroupe Kundara et Gawal, qui, par le fait géographique, engendre des dynamiques migratoires complètement différentes. Donc, du côté ouest, côté où on parle plutôt de ce littoral-là, ce sont plutôt une terre d'émigration, c'est-à-dire c'est une zone qui a connu plus d'installations que de départs, par effectivement à cause de ces facteurs de ressources naturelles. Donc, la pêche qui a été le premier facteur qui a engendré toutes ces populations-là, ce métissage-là autour du littoral, qui a fait une installation de la Gambie jusqu'aux côtes de la Guinée-Conakry, de la Guinée jusqu'aux dans les îles que nous appelons les îles de l'Os et que certains aussi connaissent sous les îles de Kassa. Donc, vous avez des installations de populations de tout ce littoral-là, des Bissau-Guinéens, des Gambiens, des Léonais, des Guinéens, etc., qui pratiquent les mêmes pratiques culturelles, qui ont les mêmes codes. Et aujourd'hui, et jusqu'à nos jours, comme vous parlez d'actualité, qu'on retrouve dans toutes ces zones. Lorsque vous partez aujourd'hui à Kassa, vous retrouvez autant presque des Baga, des Nalou, des Forêts, des Landouma que des Bissau-Guinéens, et même parfois des Libériens. Donc jusqu'à présent, ce dynamisme-là est là, c'est déjà fortement ancré et qui résiste encore malgré au fait le manque de ressources halieutiques qui commence quand même à se faire rare de temps en temps. Et de par ces ressources aussi, vous avez une autre dynamique qui crée des migrations autour de ce littoral, ce sont les ressources agricoles. Parce que vous savez, par la multiplication, par la présence de beaucoup de fleuves dans la région, parce que ce côté-là est la zone la plus riche côté guinéen en termes de ressources agricoles et en de ressources minières. Donc, dans les ressources agricoles, à cause de beaucoup de fleuves, vous avez des fleuves qui même partent de la Guinée jusqu'en Gambie ou même jusqu'en Guinée-Bissau. Si je prends le Tominé, appelé le Koribal en Guinée-Bissau, et beaucoup d'autres fleuves, le Concouré, le Tingilinta, qui se jettent dans la mer par des embouchures du Rio Ninez et du Rio Pongo, qui, par l'histoire, ont été quand même des zones de forte migration. Donc, alors, ces pratiques agricoles, la culture du riz dans les bassins rizicoles et l'huile de palme engendre des formes d'échange et de migration autour de ce bassin-là. Vous avez beaucoup de Guinéens qui partent pêcher dans les zones bissau-guinéennes, parce qu'il y a beaucoup des îlots aussi de l'autre côté là-bas, il n'y a pas que le bassin lui-même, donc, et qui font le commerce aussi à travers soit par cette voie maritime, soit par des pistes ou des routes en Guinée, les corridors, par exemple, Bouquet et Kébo, qui sont sur le territoire bissau-guinéen, donc, mais avec beaucoup de chantiers quand même qui sont parfois impraticables en saison de pluie. Et donc, vous avez, à travers les ressources-là, qui s'échangent autour de cette région. Et aussi, au fur et à mesure, à partir de 1955, et surtout 1963, l'installation de l'usine de CBG, on a commencé à exploiter des mines en Guinée. Donc, et les mines, on a fait appel à une autre forme d'immigration. Donc,
qui sont devenus encore, la zone est devenue une zone d'implantation. Donc, de ce côté du littoral, vous avez un solde migratoire qui est plutôt de l'ordre positif, qui va jusqu'à de 1 à 10. Donc, par le fait que les mines ont créé une autre forme de migration, d'implantation de gens qui viennent non seulement du Sénégal, mais aussi dans la région guinéenne elle-même. Bien que bon, les mobilités guinéennes à l'interne sont moins importantes par rapport à la moyenne sous-régionale, mais ces mines-là, la découverte de ces mines a fait appel à beaucoup de Guinéens, avec les conséquences qu'on sait, parfois des conséquences des conflits, même généralement entre l'État, les autorités et ces populations, et surtout les jeunes, et même parfois des conflits, mais de moins d'importance entre les populations elles-mêmes. Parce que lorsqu'on vient, par exemple, acheter un domaine pour pratiquer, pour exploiter une mine ou plutôt faire passer des routes, parfois les allochtones et les autochtones, ceux qui sont les plus anciens installés sur le territoire, donc ils revendiquent la paternité des terres parce que là, il y a une question de monnaie. Donc, mais le plus souvent, en fait, ces zones d'implantation, malgré le peu qu'on puisse dire et que vraiment ce n'est pas à la hauteur des espérances, ça quand même en beaucoup d'emplois. L'emploi dans les mines, l'usine de CBG qui revendique des emplois de plus de 20 000 depuis son implantation, l'usine, la société SMND qui vient de s'installer avec beaucoup de personnes qui ont quitté d'autres régions de la Guinée par le fait de la multiplication des sociétés de sous-traitance, qui aujourd'hui revendiquent jusqu'à 7 000 emplois indirects et 10 000 emplois indirects. Et la société de Russal, dans la région de Fria, qui avait fermé un certain temps et qui a réouvert en 2016, donc qui revendique jusqu'à 3 000 emplois. Donc vous voyez, c'est des dynamiques, au fait. Ce sont les ressources qui font appel à toutes ces migrations-là. Mais l'autre ressource aussi que nous avons, qui est quand même si elle est artificielle, mais qui est naturelle, ce sont les frontières. Alors, les frontières sont les plus grandes zones d'immigration aujourd'hui dans la sous-région. Donc, vous avez notamment ces premières formes qui ont existé de migration d'un pays à un autre, dû aussi effectivement à à ces ressources agricoles, parce que c'est la pratique de l'arachide, du bassin arachidier au Sénégal, qui fait qu'à un certain temps, avant même les indépendances, qui ont continué jusqu'à 1960, qui fait que beaucoup de Guinéens quittaient, traversaient pour aller vers la pratique d'agriculture d'arachide au Sénégal. Donc, qui a été arrêté momentanément, mais qui, par l'essor économique de la Côte d'Ivoire, a continué à un certain moment, et aussi par des effets politiques qui ont fait que beaucoup de Guinéens ont quitté la Guinée pour aller s'installer au Sénégal. Donc, aujourd'hui, ils sont en grand nombre au Sénégal. On parle même des générations de Guinéens, des Sénégalais d'origine guinéenne, qui sont assez nombreux, et mais malheureusement, donc, cette fluctuation-là s'est déroulée ou bien s'est changée au fil des degrés, au fil des relations politiques parfois entre les pays. Tantôt ça ferme, tantôt ça ouvre. Et puis, en fonction de ça, il y a des flux qui montent et qui descendent. Mais les échanges quand même les plus importants, ce sont la pratique, c'est la pratique commerciale et les échanges frontaliers à travers les marchés hebdomadaires qui se trouvent tout au long de cette région. Vous avez ces marchés-là qui, de part et d'autre, surtout, c'est un territoire sénégalais, donc parce qu'il n'y a plus de déplacement des Guinéens vers le Sénégal que le contraire. Donc, ces marchés-là engendrent beaucoup de facteurs, et si je peux même dire, si je prends l'exemple du marché de Diaoubé, et je peux même élucider ou nommer comme le plus grand centre jeune commercial ou même le Wall Street de l'Afrique, de cette partie-là à ciel ouvert, parce que il y a beaucoup d'échanges monétaires qui s'y créent, le franc CFA, le naira, le poni léonais, le dollar libérien, etc. Donc, vous avez tous ces facteurs-là. Aujourd'hui, cet échange autour de ces frontières-là, par ces pratiques de marché hebdomadaires-là, sont les plus importants dans cette région. Alors, pour finir, mais malgré tout, cela se heurte à des difficultés dues effectivement à cette législation dont Mariam a parlé. Alors, cette législation qui effectivement va d'une législation sous-régionale qui implique toute la CEDEAO, mais qui en même temps, si on regarde cette zone, elle a des spécificités qui est un peu contradictoire, différentes par rapport aux autres régions. Alors, les législations générales
qui s'impliquent dans les législations nationales. Et chacune de ces législations-là diffère d'un pays à un autre parce que ce sont des pratiques, ce sont des œuvres culturelles héritées de différentes pratiques, de différents héritages coloniaux. Donc, ce ne sont pas les mêmes alors pratiques et qui se ressentent dans les législations. Lorsqu'on prend la Gambie avec le système anglophone, ils ont beau faire, mais quand même, il y a ces pratiques ancestrales héritées du système qui restent là, qui fait que la législation, bien qu'on faille, va toujours différer de celle qu'on va mener au Sénégal, parce qu'au Sénégal, il y a un autre héritage, le système colonial français. Et si on va aussi à côté de Bissau-Guinée, il y a un autre héritage portugais. Et la Guinée, qui a un héritage bien que colonial français, mais qui, à un certain moment de son histoire, a pris un autre chemin, qui, quand même, la législation, malgré qu'elle soit empreinte de beaucoup de facteurs occidentaux, mais qui est plus nationaliste. Donc, de ce coup, on veut créer une législation sous-régionale dans un système un peu différent par la législation, différent par la monnaie. C'est ce qui complique un peu la tâche. Alors, il y a aussi le cas de la Casamance. La Casamance, bon, le Sénégal a beau eu la volonté ou bien a beau dit, mais la gestion de Casamance reste encore un facteur bloquant politiquement. Donc, pour le moment, je pense que c'est ce que je peux dire autour de ces migrations-là. Donc, les mobilités internes sont de loin les plus importantes, bien que la zone aussi implique une autre forme de migration transnationale, peut-être dont on aura l'occasion de parler, qui se passe cette fois-ci de l'autre côté de la région, notamment dans la région de Kondara et de Gawa. Merci beaucoup, Ibrahima, pour cet éclairage et ce début de déconstruction sur la perception qu'on pourrait avoir sur, quand on parle de mobilité et de migration, tout de suite, on voit les Africains qui partent vers l'Europe. Voilà, donc, quelque part, dans le visuel des médias et ce qu'on a l'habitude d'entendre, il y a cette perception qui est très forte. Alors que là, on entend que la mobilité, elle est à la limite plus interne qu'externe. La mobilité est multidimensionnelle et liée aux ressources et elle est différente dans le temps. Quelque part, on a une pluralité au niveau des acteurs de la migration. On a une réalité, j'emprunte ce terme à Sylvie, une réalité polymorphe. Elle va nous expliquer c'est quoi cette réalité polymorphe. Entre ce qu'on voit de l'extérieur et ce qu'on voit après analyse, la réalité est beaucoup plus complexe que ça ne paraît. Sylvie, on aimerait bien vous écouter avec ce regard qu'on peut porter en prenant des lunettes qui sont un peu différentes des lunettes habituelles qu'on a l'habitude d'utiliser pour lire la migration, avec cette lecture binaire, voilà, autochtone-alloctone, point de départ, point d'arrivée. Quel est l'éclairage que vous pouvez nous apporter en tant que quelqu'un qui est dans la recherche et qui a une expérience bien au-delà même de l'Afrique de l'Ouest? Merci. D'accord. Je vous remercie. Merci pour cette invitation du GRDR. Je suis contente aussi de pouvoir partager, de discuter avec vous. Et puis, voilà, c'est pour moi aussi l'occasion de rencontrer Idrissa Bari, que j'ai lu, mais que je n'avais jamais rencontré. Et puis aussi Mariama, avec qui j'ai travaillé en fait à distance dans le cadre d'un partenariat entre Heinrich Böll-Stiftung, l'IPAR et l'IRD, où nous avons essayé de donner les moyens à des parlementaires sénégalais à partir d'un podcast que nous avons construit de quelques minutes, donc de se départir de toutes ces idées reçues qui circulent sur les migrations intra-africaines. Donc voilà, c'est une occasion supplémentaire de pouvoir les rencontrer. Donc, alors comment répondre à toutes ces questions? Voilà, c'est pas simple. Peut-être, d'abord, j'aimerais rappeler quelques éléments de cadrage qui sont quand même, me semble-t-il, nécessaires et qui conditionnent certainement la réponse à vos questions. D'abord, rappeler qu'il est difficile de mesurer les flux migratoires, hein, comme de la même manière, il est compliqué de mesurer la diffusion des savoirs. Hein. Vous parlez de comment les flux de biens, de personnes et de savoirs favorisent la valorisation et la présentation
la préservation des ressources du littoral. Encore faut-il comprendre ce qu'on entend par flux. Hein. Il faut savoir que pour ce qui concerne les flux migratoires, les données disponibles sont insuffisantes, disparates et contradictoires, sachant par ailleurs que les instruments statistiques sont peu connectés entre eux. Hein. Je veux parler des recensements généraux, avec les immatriculations dans les consulats ou les enquêtes OIM, etc. Tout ça, ce n'est pas connecté. Par ailleurs, les chiffres qui sont souvent donnés portent essentiellement sur des stocks, au lieu de documenter les flux. Pour rappel, quelqu'un qui part ou qui rentre de migration, il faut savoir que sa démarche relève avant tout d'une démarche individuelle, souvent discrète, et dans ces conditions, cette démarche, elle est rarement, ou en tout cas mal enregistrée. Ce qui fait que ça donne des résultats un peu étonnants. Je prendrai l'exemple des Guinéens au Sénégal, par rapport à ce qui vous intéresse, sachant que c'est la première communauté implantée au Sénégal. Bien, selon le recensement de population de 2013, il serait 86 000, hein, soit 47% des étrangers. Et puis, selon la division de la population des Nations Unies, qui pourtant elle-même base ses projections à partir des données de recensement nationaux, eh bien, pour elle, il n'y en aurait que 51 000. Vous voyez comment les choses peuvent différer. Je prendrai un deuxième exemple, le nombre de Sénégalais dans le monde. Alors, d'après le recensement de population de 2013, il serait un peu moins de 165 000. Et puis, si vous regardez toujours les résultats de la division de population des Nations Unies, on parle de 533 000. Bon, vous voyez des écarts considérables qui posent vraiment question et qui semblent après compliqués pour développer des analyses sérieuses. Deuxième élément de cadrage, peut-être, ce qu'il faut rappeler, c'est que tout le monde parle de l'immigration tous azimuts, hein, les médias s'en chargent allègrement, mais en fait, l'immigration n'est pas un phénomène massif, contrairement à ces idées reçues au plan international. Hein. Il faut savoir que l'immigration internationale ne concerne que 3,2% de la population mondiale. Alors, si je vous donne un chiffre en valeur absolue, vous allez me dire que c'est considérable. Oui, c'est 248 millions, mais si en valeur relative, ça ne représente que 3,2% de la population mondiale. Et quant aux Africains, eh bien, ils ne sont pas plus grands voyageurs que les autres, voire peut-être moins que les autres, puisque si on regarde sur une population ouest-africaine qui est évaluée à peu près à 300 millions répartis dans 16 pays, eh bien, les migrations ouest-africaines ne représentent que 2,9% de l'ensemble. Donc, non seulement les Africains ne sont pas plus nombreux que les autres à émigrer, mais contrairement aussi à un mythe tenace qui continue d'être répandu, eh bien, les routes de la migration africaine, effectivement, mènent rarement en Europe. Les statistiques à ce niveau sont vraiment sans équivoque. Hein. 2/3 des migrants restent à l'intérieur du continent. Mais ça n'empêche pas des variations évidemment importantes selon les pays considérés. Si on considère le Sénégal, effectivement, selon, je vous ai déjà dit, des sources considérées qui sont quand même pas forcément très sûres, donc, selon elle, en 2013, il y aurait entre 44 et 49% de Sénégalais en Europe et entre 46 et 47% en Afrique. Bon, mais c'est peut-être un pays un petit peu à part, parce que quand on regarde la Guinée-Conakry, là, les résultats sont très différents, puisque 63% des Guinéens restent en Afrique, c'est-à-dire presque des 2/3. Et quand on parle en Afrique, eh bien, c'est dans les pays voisins, essentiellement en Côte d'Ivoire et après au Sénégal. Donc, tout ça pour dire qu'il y a nécessité de se méfier des chiffres d'abord, quand ils sont donnés en valeur absolue, et puis même en valeur relative, et puis du grossissement médiatique qui est porté sur ces dynamiques migratoires. Donc, ce qui aussi souvent contribue à diffuser l'idée de menace et d'invasion. Attention d'ailleurs à ne pas réactiver, je dirais, de vieilles croyances sur la potentialité, par exemple, sur dangerosité de la jeunesse. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment. Et puis, comme là, on parle d'une région où, effectivement, il y a une majorité de jeunes, il y a toujours cette idée, des idées sous-jacentes, selon laquelle les jeunes, eh bien, seraient aussi ceux qui, seraient suspectés d'être des facteurs potentiels d'une crise, entre guillemets, migratoire. Je parle de ça sérieusement parce que je pense à ce qu'on a pu lire et entendre dernièrement sur le fait qu'il y aurait en Europe aujourd'hui une explosion des arrivées de jeunes migrants guinéens en situation irrégulière. Aujourd'hui guinéens, hier ils étaient casamançais, et ceux qu'on a appelés de manière très élégante les MNA, les mineurs non accompagnés.
alors que ceux-là sont très peu nombreux et que finalement, effectivement, ils sont peut-être 5 fois plus nombreux en 2018 qu'en 2014, mais on arrive à des 15 000 personnes. Donc, vous voyez, ça chiffre par milliers, alors que quand on parle des Guinéens qui sont en Côte d'Ivoire, là, ça chiffre par dizaines, voire centaines de milliers. Donc, il faut vraiment faire attention. Et troisième point aussi, il y a nécessité à chaque fois de mieux resituer tous ces mouvements migratoires dont on parle, dits transfrontaliers, dans une histoire évidemment très longue. Mon collègue a parlé tout à l'heure de l'arachide. C'est vrai que, bon, à l'époque coloniale, les navétanes de l'arachide ont joué un rôle très important dans la circulation des hommes et des biens dans cette région. Mais avant l'époque coloniale, évidemment, il y a eu la mobilité des pêcheurs, des commerçants itinérants, qu'on retrouve aussi aujourd'hui, parce que c'est ce que disait aussi mon collègue aujourd'hui, et aussi des orpailleurs et des gens qui travaillent dans les mines. Donc tout ça, c'est à revoir au long d'une longue histoire. Donc voilà un peu le long détour que je souhaitais faire pour aussi mettre en avant le fait que derrière les migrations, il y a des hommes et des femmes qui souvent sont discriminés, considérés comme potentiellement subversifs parce qu'ils viennent d'ailleurs, alors que, eh bien, non, ce n'est pas forcément ça qui se passe. Et pour revenir aussi à votre débat de début, c'est-à-dire qui renvoie à votre question quand même, comment contribuer à faciliter la circulation et l'accueil dans ces régions. Mariama l'a bien expliqué, voilà, il y a des accords de libre circulation, la CEDEAO, il y en a d'autres, la SENSAD, etc. On voit bien qu'ils sont peu opérants. Il y a des difficultés à mettre, voilà, à faire en sorte que ces textes soient véritablement appliqués. Mais ça, c'est une question, mais je pense qu'il y en a une autre aussi, c'est-à-dire vous avez parlé de la circulation, et je pense qu'en même temps, dans votre même question, vous parlez de la circulation de l'accueil, qui pour moi sont parfois antinomiques, puisqu'il y a des tas d'États qui souhaitent plutôt que les gens circulent, plutôt qu'ils s'arrêtent et qu'ils s'installent. Mais quand même, il faut aussi savoir qu'au niveau de l'accueil, il y a aussi des idées reçues. Je pense que souvent on présente l'Afrique comme un continent ouvert, donc on voit bien par les accords de libre circulation que ce n'est pas toujours le cas, et en même temps aussi, je dirais, au-delà des accords de CEDEAO, au niveau même des États, c'est-à-dire ce qui se passe dans les États, il y a aussi des problèmes au niveau comment dire, de la notion d'étranger aussi pour chaque État. C'est-à-dire que, bon, on parle de la teranga, on parle de ceci, de cela, mais en fait, quand on regarde de près, au niveau de la nationalité, les États africains ont des droits finalement et des pratiques très restrictifs concernant l'octroi de la nationalité. C'est quelque chose qui n'est pas tellement connu, mais qui est quand même important de savoir. Par exemple, il faut savoir que dans beaucoup d'États africains, être étranger ne permet pas d'accéder, par exemple, à l'éducation gratuite, ni à certains emplois. Il faut la nationalité du pays. Et la nationalité du pays, eh bien, elle n'est pas du tout facile à acquérir, puisque en Afrique, eh bien, elle est fondée principalement, non pas sur le droit du sol, mais sur le droit du sang, avec également des discriminations de genre, notamment dans la transmission de la nationalité. Il faut savoir que jusqu'à la fin des années 90, on ne reconnaissait qu'au père le droit de transmettre sa nationalité à ses enfants. Au Sénégal, par exemple, c'est seulement depuis 2013 que des mamans sénégalaises mariées à un étranger, ça peut être par exemple un Guinéen, peuvent transmettre leur nationalité à leurs enfants. Vous voyez, c'est quand même pas quelque chose de simple. Et au Sénégal, également, il faut 10 ans de résidence pour qu'un étranger soit autorisé à déposer une demande de naturalisation. Il faut savoir que c'est un des délais parmi les plus longs au monde. Et puis, ce n'est pas parce qu'on demande la naturalisation qu'on l'obtient, ce n'est pas un droit. Hein. Et à l'inverse, elle est souvent, cette naturalisation, quand elle est demandée, octroyée avec parcimonie. Donc, tout ça pour dire que la notion d'intégration, elle n'est pas non plus évidente. Alors vous, je pense que vous la situiez peut-être au niveau local, mais il faut voir aussi qu'au niveau national, ça peut aussi poser question et que c'est important aussi de savoir que, voilà, malheureusement, voilà, l'Afrique n'est pas un continent plus ouvert qu'un autre et que l'hospitalité, elle n'est pas forcément non plus évidente à mettre en place. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant par rapport à cette première question. Merci. Waouh! La teranga sénégalaise en prend un coup.
Donc, attention aux perceptions, voilà, de générosité, voilà, patati patata par rapport à la réalité. Euh, Mariama, est-ce que dans vos études, est-ce que vous avez senti ce type de blocage dont parle Sylvie, dont a aussi parlé Ibrahima par rapport à des pratiques qui nous sont propres, hein, qui sont peut-être liées à un héritage colonial, mais qui peuvent aussi être liées à plein d'autres choses. Euh, Quelque part, est-ce que aussi il n'y a pas une contradiction entre cette volonté affichée au niveau sous-régional de circulation, intégration et les réalités nationales? Est-ce que vous avez senti cette grande difficulté à traduire en réalité cette volonté politique? Est-ce que c'est pensable, est-ce que c'est concevable sans qu'il y ait de véritables politiques d'intégration des migrants au niveau national? Merci beaucoup, Daouda, et merci à Sylvie et à M. Barry. Alors, pour ta question, il faut dire que je dirais que peut-être qu'il y a peut-être un manque de volonté, hein, de traduire ce qui est adopté au niveau régional au niveau national. Parce que, par exemple, quand on prend le cas du Sénégal, nous savons qu'il y a une loi qui existe depuis 1971 qui régit les entrées et les sorties au Sénégal. Cette loi, elle est antérieure au protocole d'accord, alors que jusqu'à présent, c'est cette loi qui est appliquée au Sénégal. Alors, maintenant, c'est vrai que tout récemment, le Sénégal a élaboré une politique nationale de migration, une politique qui n'est pas encore adoptée. Mais je sais que dans cette politique, il y a cette proposition d'harmonisation, parce qu'il faut forcément passer par là, il faut harmoniser les décisions. Ce qui se prend au niveau régional doit être harmonisé avec ce qui se passe avec les décisions au niveau national. Alors, pour aborder également ce dont Sylvie parlait tout à l'heure, notamment l'accès inéquitable à certains services sociaux, notamment l'éducation et la santé, il faut reconnaître que la CEDEAO avait pensé à cela, hein, parce que les textes sont là. Normalement, les migrants en situation régulière dans n'importe quel pays membre de la CEDEAO doivent tous bénéficier de l'égalité de traitement avec les nationaux pour ce qui concerne la sécurité de l'emploi, la possibilité de participer aux activités socio-culturelles, les possibilités de réemploi en cas de perte d'emploi pour des raisons économiques, mais aussi l'accès aux formations. Alors, nous, dans le cadre de nos études, nous avons essayé de voir est-ce que ces droits sont respectés, et le constat est que ce n'est pas du tout respecté, hein, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas accès à certaines formations. C'est vrai qu'au niveau des universités, certaines universités telles que l'UQAD, il y a eu des avancées. Toutes les nationalités, je pense, de la CEDEAO payent le même tarif pour les inscriptions. Mais par contre, il y a certains types de formations publiques dont les autres citoyens de la CEDEAO n'ont pas accès. Peut-être on peut dire que l'application fait défaut parce qu'il faut reconnaître aussi que nos États manquent de ressources. Donc, ils n'ont pas souvent les moyens de financer leur politique. Donc, il y a cet aspect-là aussi qu'il faudrait considérer. Alors, je ne sais pas. J'ai bien envie de rebondir sur Barry, parce que quelque part, dans son analyse partant de la Guinée, il a parlé de ces différences entre États. Est-ce que quelque part, ces différences liées à l'histoire, au fait que, voilà, on a eu des colonisateurs différents, est-ce que quelque part, on n'est pas en train aussi de partager une autre contrainte, c'est-à-dire d'avoir des États qui sont encore en construction? Euh, dans quelle mesure un État, voilà, qui est encore dans la consolidation de sa robustesse peut justement s'occuper de ses citoyens, mais aussi de citoyens qui viennent d'ailleurs et de devoir les intégrer? Est-ce que quelque part, il n'y a pas une difficulté qui est liée à nos États? Micro. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Ah, très bien.
Non, je disais peut-être que Daouda a un fils cassé en Guinée qui s'appelle Ibrahim. Moi, c'est Idrissa. Non, pour revenir à ça, au fait, effectivement, dans cette disparité régionale et aussi législative, mais quand même qui sont liées par une autre supra-sous-régionale à travers la CEDEAO, chaque État prend dans ses dispositions régionales ce qui l'arrange de mieux. Voilà. Et les autres, en quelque sorte, bon, il en fait une légitimité nationale. Pour le cas, par exemple, des législations CEDEAO, vous allez voir que la liberté de circuler des biens et des personnes existe, bien sûr, mais en même temps, il y a une limitation d'années pour pouvoir s'installer sur un territoire. Donc aujourd'hui, par exemple, le cas le plus important aujourd'hui entre la Guinée et le Sénégal, lorsque je parlais des migrations autour des frontières, notamment les marchés de Diaobé et tous les processus, les autres marchés qui englobent, tels que les marchés de Foulaya, Kopou et Médina. Donc, dans la libre circulation des biens à travers la législation de la CEDEAO, ces gens-là peuvent circuler, mais sauf que pour s'installer, l'État a une possibilité de donner droit à une installation sur un territoire pour une durée de 15 ans. Donc 15 ans, après, l'État n'a pas peut en quelque sorte dire aux citoyens, bon, vous avez fait 15 ans, normalement, ce n'est pas une migration d'installation qu'on est en train de faire, c'est plutôt dans le cadre d'accueil et de fluctuer les circulations entre les gens. Par exemple, lorsque vous prenez Diaobé, Diaobé a été ouvert dans les années 70, précisément 1974. Alors, depuis que Diaobé existe, jusqu'à nos jours, malgré l'importance de flux de ces zones monétaires, de cet échange-là qui s'articule autour de cette zone, jusqu'à présent, ça ressemble à un grand faubourg. Un grand faubourg parce que l'État sénégalais ne donne pas de permis de construire aux populations étrangères qui viennent. Les interdisent d'acheter des terrains pour pouvoir s'installer. Et comme la plupart de ces gens qui viennent, c'est généralement les gens de la Guinée, et notamment de la Moyenne-Guinée, qui quand même sont très friands des pratiques de construction, donc cette possibilité n'aurait pas donnée. Donc l'État sénégalais, en quelque sorte, ne permet pas donc, que ces gens-là puissent avoir des permis et puis construire. Il y a quelques constructions, mais ce ne sont pas des constructions autorisées. Donc, ce qui fait que vous voyez bien que, alors, on ne peut pas, ces zones qui devaient se transformer des zones rurales en zones urbaines restent aujourd'hui à un stade quand même encore plus rural qu'urbain. Donc, ce qui fait que, pourtant, au niveau national, ça arrange les États parce que lorsqu'on gère un tas de populations qui quittent notre contrée pour venir s'installer sur un territoire, donc ça ressemble plutôt à un flux de gestion, je ne dirais pas qu'on a connu ailleurs dans d'autres situations, mais c'est très difficile. Mais pour les populations elles-mêmes, ça ne les arrange pas. Donc les gens voudraient bien aller sur un territoire avec les possibilités qu'ils ont offertes de pouvoir construire, pouvoir rester et puis pouvoir faire ce qu'ils ont envie. Voilà. Donc, par ces disparités-là, donc ça engendre effectivement des conflits parce que entre les populations elles-mêmes, bien qu'il y a une harmonisation, hein, normalement les Wolofs et les Fulakouda de la région de Casamance et les autres qui viennent, il y a une très bonne entente, mais parfois des conflits surtout entre les populations et les autorités locales. Donc, parce que c'est des choses qu'il faut gérer du jour au lendemain. Donc, en grosso modo, c'est quelques conflits qui existent. Mais de l'autre côté, lorsqu'on parle, la législation, elle s'applique beaucoup plus, ou bien on en parle beaucoup plus lorsqu'il s'agit de migrations transnationales, c'est-à-dire internationales qui traversent le pays, en quelque sorte. Et là, comme Sylvie disait tout de suite là, ce sont les migrations, les études les plus documentées, parce qu'elles sont financées par des institutions internationales, etc., etc. Il y a beaucoup de moyens, alors que les migrations, les mobilités internes elles-mêmes sont les plus importantes. Elle disait tout de suite là que lorsqu'on parle des chiffres, aujourd'hui dans cette partie, les études qui ressortent, il y a plus de 7 millions et quelques de déplacements de populations qui se déplacent. Si on fait part de ces chiffres-là, ou bien les concerner les autres, ça les donne un autre tournis.
Mais rarement on en parle parce que effectivement les États ne disposent pas de moyens suffisants pour mener des études. Maintenant, pour ces migrations internationales qui impliquent quand même des législations différentes, parce que le citoyen il quitte notre pays, il traverse notre pays et puis il va dans d'autres pays où le facteur n'est pas le même. Lorsqu'on prend par exemple les deux régions les plus importantes de départ des migrations dans cette zone du littoral, parce que malgré tout, il faut le dire, Koundara et Gawal font partie de la région de Bokeh administrativement, et que, alors, par manque de ressources, effectivement, contrairement aux autres régions qui sont plus proches des côtes, alors par manque de ressources, ces gens-là sont plus enclins à traverser les territoires. Donc, parce que les jeunes, parfois, il n'y a pas d'emploi, et puis il y a des stigmatisations, entre même au sein des familles. Il y a l'influence des jeunes immigrés qui sont dans ces territoires-là, parce qu'il y a des poches quand même de migration spécifique de certaines populations dans ces zones, normalement et généralement des Diakanké, qui ont pratiqué la migration internationale depuis très longtemps. Donc, par ces effets-là, et même par l'absence de l'État, parce que où il n'y a pas de ressources, l'État est absent. Donc, et alors, ces gens-là, ils empruntent des canaux et qui sont devenus quand même des canaux de passeurs. Vous avez deux principaux focus, la région, la ville de Sareboido et la ville de Sambailo et notre ville à côté qu'on appelle Termesse. Donc, de Sareboido, les gens, ils empruntent le canal pour Ngabou, et puis ils vont à Bafata et en Guinée-Bissau pour emprunter le chemin maritime Gambie, et puis après Nouakchott, et peut-être après le Sahara occidental, ou plutôt, pour ne pas fâcher quelqu'un, disons le Sahara occidental, et en face les îles des Canaries, et qui traversent après pour aller en Espagne, à travers Ceuta et Melilla. Donc, lorsque vous traversez ces frontières-là, vous traversez différents pays avec des législations différentes. Tant qu'ils sont dans la zone CEDEAO, il n'y a aucun problème. Parce que, bon, malgré la tracasserie des migrants guinéens qui passaient sur ce territoire, alors que, bon, les gens, parfois, ils ont la liberté de circuler, même si à travers la paix d'identité dont disait parler tout ce Mariama, malgré tout, il y a des tracasseries. Donc, c'est à la sortie de ce territoire-là, de la sous-région CEDEAO, que les choses se compliquent. Parce que arriver dans d'autres zones qui ne sont pas dedans, c'est devenu compliqué. Mais si vous prenez aussi le canal de Sareboido, c'est flou effectivement à Koundara, les gens, ils empruntent, ils vont au Sénégal, traversent la frontière à travers le poste frontalier Bourdon-Fouga. Alors, ils vont à Kolda, après ils traversent le Mali. Jusqu'à ce niveau, il n'y a aucun problème, parce que la CEDEAO permet une libre circulation de biens de personnes. Mais c'est arrivé en Algérie, où il y a une autre législation, qui sont obligés d'emprunter de ces mêmes signés et qui devient parfois compliqué. Ou bien les gens, ils partent de là-bas au Sénégal, après ils partent au Mali, ils bifurquent pour aller en Côte d'Ivoire, au Burkina, et puis au Niger et au Tchad, pour peut-être reprendre d'autres qui viennent vers le Soudan et puis repasser en haut pour aller en Libye. Donc, jusqu'à ce niveau-là, il n'y a aucun problème parce que c'est la zone CEDEAO. Mais une fois en Libye, les choses compliquent, donc qui engendrent toutes les conséquences, les travaux forcés et puis ces traversées-là. Alors, il y a tout de suite Sylvie qui parlait de cette dichotomie entre effectivement accueil et circulation. Donc, d'un côté, tant que ça circule et que ça arrange les États, en quelque sorte, on fait office d'appliquer les législations en vigueur de la CEDEAO, mais tant que, en quelque sorte, ça n'entre pas dans le cadre des situations qu'elle en veut, donc elle en fait une légitimité nationale. Et pour ce qui concerne ces étrangers-là, ces personnes sur le territoire guinéen, en quelque sorte, il y a peu de naturalisation en Guinée parce que la législation n'oblige pas quelqu'un à avoir la nationalité guinéenne pour être embauché. Donc, vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de naturalisation d'étrangers des autres pays, le Sénégalais qui vient en Guinée, on ne l'empêche pas de pouvoir travailler, d'avoir un emploi parce qu'il n'est pas naturalisé. Donc, en quelque sorte, il y a peu de naturalisation, mais par contre, et les autres qui viennent en Guinée,
si on parle d'intégration, sont un peu plus intégrés dans les circuits emploi que des Guinéens eux-mêmes. Pourquoi? Parce que dans le cadre des étrangers, plus tu as un niveau de diplôme élevé, plus tu es mieux intégré. Donc, alors que c'est le contraire, c'est les Guinéens. Les Guinéens, plus tu as un niveau de diplôme élevé, moins tu as la chance d'accéder à l'emploi. Donc, parce que les autres, ils viennent avec déjà une opportunité, parce que qui est déjà créée, c'est dans les mines. Alors, les mines, en Guinée, les gens ne sont pas très formés pour pouvoir travailler à certains niveaux. Les populations qui sont employées, c'est généralement les ouvriers, les manutentionnaires, les chauffeurs. Et dans ce cas-là, on recrute des locaux. Mais la question du local, dans la législation alors, elle-même guinéenne, cause problème. Parce que dans le cadre guinéen, le local sous-entend tout Guinéen, d'où qu'il vient. Il vient de Conakry, des Iroquois ou quelle que soit sa zone de départ, il est guinéen. Mais pour les populations locales, alors, le local, celui qui est originaire du territoire. Donc, en ce moment, ça crée des fluctuations, ça crée des conflits, alors auxquels l'État, législativement, ne peut rien, malgré les discours politiques. Eux-mêmes, ils savent très bien que cela n'a pas de conséquences pour les sociétés en question, parce que la législation dit qu'il faut employer un local et employer un local. Donc, il n'y a pas à ce niveau-là. Donc, en quelque sorte, voilà ce qu'on peut dire à ce niveau. D'accord. Finalement, on aura listé beaucoup de difficultés, beaucoup de contradictions. Est-ce qu'on pourrait quand même finir cette table ronde sur une note un peu plus optimiste en termes de qu'est-ce qui pourrait permettre d'améliorer l'existant? Même si on n'est pas dans des recommandations avec la clé à molette comme solution, mais au moins quelques pistes qui semblent être émergentes pour vraiment continuer à mieux déconstruire et continuer à faciliter. Est-ce qu'il y a des pistes qui permettent d'être optimistes par rapport à demain en termes de conditions de circulation, d'intégration au niveau du littoral? Prends le micro qui veut. Barry, je te sens bien sur ta lancée. Non, je voulais faire... Oui. Je voulais faire honneur aux dames, mais bon, ceux qui me donnent la parole. D'accord, donc je vais me lancer alors. Très bien. OK. Alors, merci Daouda. Alors, pour améliorer la liberté de circulation dans l'espace CEDEAO, moi, je vois 3 éléments. Alors, le premier élément, il s'agirait tout d'abord de revoir les instruments qui existent déjà, de les revoir dans une perspective non seulement de renforcer les acquis qu'on a, mais aussi de combler les lacunes. Le deuxième élément, c'est par rapport aux politiques et institutionnelles. Et cela renvoie à l'appropriation des instruments communautaires par les États membres. Parce que souvent, cela se heurte par le fait que souvent les États sont réticents à réduire un peu leur souveraineté. Alors, la question, c'est comment mettre en place un mécanisme qui permettra vraiment de pouvoir intégrer les textes au niveau communautaire, au niveau national, dans les législations au niveau national. Alors, le troisième élément, c'est garantir un accès efficace à la justice. Quand je dis justice, parce que quand on prend les voyageurs, les citoyens de la CEDEAO qui traversent les frontières, ils sont souvent victimes d'abus, je le disais tantôt. Donc, ici, pour combattre cela, il y a la nécessité d'encourager la mise en place des mécanismes de recours juridiques uniformes, efficaces et facilement accessibles par ces migrants. Comme ça, quand il y a abus, pour que ces personnes puissent vraiment pouvoir dénoncer et que cela soit pris en compte. Donc, je vois, en gros, ces 3 éléments. Merci. Merci. On ne change pas les formules qui gagnent, on continue avec les dames. Oui. Moi, j'ai pas, la dame là, moi, j'ai pas forcément grand-chose à dire, à ajouter par rapport à ce qui a été dit. Comment faire, moi, je sais pas forcément comment faire. Mais pour peut-être mettre un peu une note optimiste aussi par rapport à ce qui a été dit, c'est
c'est aussi du côté des migrants. Regarder un peu plus les migrants et voir que voilà, ce sont des hommes et des femmes qui aussi sont force d'innovation. Et ça, on l'oublie un peu. Voilà, c'est-à-dire que si je prends les deux exemples, on voit que dans tout ce qui est, dans toutes les activités liées à la pêche, par exemple, dans cette zone, dans cette région, on a pu remarquer que des mutations, des modernisations avaient été apportées par des migrants qui venaient notamment du Sénégal et qui se retrouvaient en Guinée et en Sierra Leone, et comment finalement des pêcheurs sierra-léonais et guinéens s'étaient réappropriés les techniques de pêche pour ensuite voilà, améliorer leur manière de travailler. Donc, je pense qu'on retrouve cette même histoire du côté des mines, par exemple de Kédougou au Sénégal, où même si souvent les prospecteurs étrangers, alors étrangers, ça ne veut pas dire grand-chose, qui viennent de Guinée, de Mali ou du Burkina, qui ont su, eux, par le passé, par le fait d'être aussi mobiles, ont comment dire, approfondi leurs connaissances pour ce qui concerne notamment la manière de creuser des galeries et d'aller chercher le fil pour l'or filonien, en sachant qu'au Sénégal, l'or n'était pas filonien, il était alluvionnaire. Eh bien, ces gens dits étrangers ont aussi apporté des points importants et empêcher justement voilà, que les galeries s'effondrent, etc. Et que toutes ces données-là peuvent aussi être ensuite réappropriées par les Sénégalais qui eux-mêmes, ce que disait tout à l'heure Barry, aussi il y a des Sénégalais qui sont dans les mines du côté de Guinée. Enfin, tout ça, ça se mélange et que le migrant ne doit pas être vu comme quelqu'un qui se déplace d'un lieu à l'autre. En fait, il y a des circulations très intenses et ils peuvent passer d'un lieu à l'autre et revenir et repartir. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus mobile, hétéroclite. Et ça, il faut aussi en prendre compte. Et sachant aussi que les migrants ne se limitent pas forcément à une seule activité, c'est-à-dire que par rapport au questionnaire là, qui a été mis en avant, je veux dire, les migrants peuvent très bien un jour travailler dans l'artisanat, le lendemain dans l'agriculture. Et cette fluidité-là, elle doit être prise en considération et considérée comme de manière positive et non pas comme de l'instabilité. Je pense que c'est aussi, ça dépend d'où on met le curseur et comment on considère les choses. Voilà. On va vérifier du côté de Bissau pour voir est-ce qu'il y a finalement des questions. Oui, une question nous est envoyée sur l'accueil et l'intégration des réfugiés. Est-ce qu'il y a des facilités d'accéder à la nationalité sénégalaise, par exemple? Je pense que Sylvie a un peu parlé de ces difficultés d'acquisition en termes de nationalité. On peut peut-être lui redonner la parole. Et puis, Mariama, si tu as des éléments sur la question de la nationalité. Voilà, merci, Sylvie. Oui, je ne suis pas sûre de pouvoir en dire plus. Je sais pas, je ne connais pas bien la question des réfugiés, donc je ne me permettrai pas d'avancer dans ce terrain un peu miné, on va dire. Bon, j'imagine que ce n'est pas forcément beaucoup plus facile pour un réfugié d'accéder à la nationalité. Voilà. Mais peut-être que Mariama a des informations complémentaires que je n'ai pas. Alors, Mariama, oui. Pas forcément beaucoup d'informations. C'est vrai que dans le cadre de nos études, nous avons rencontré l'association des réfugiés, mais là, ce n'est pas uniquement des réfugiés africains, hein, c'est des Africains pris de façon globale. Et le constat que nous avions fait sur le terrain, c'est que ces réfugiés peinaient à obtenir vraiment un document d'identité valable. Donc, ils avaient toutes les difficultés à avoir des papiers, administratifs. Donc, je pense que voilà, parce que c'est tout un processus, un long processus, il faut passer par tout un long processus pour avoir, pour pouvoir, pour qu'on puisse t'identifier. Parce que là, leur combat, c'était pas d'avoir une nationalité, c'était justement pour qu'on puisse les identifier.
Parce que souvent, c'est des gens qui sont là, ils cherchent du travail, ils cherchent à se former, mais sans un document valable, tu auras de la peine à pouvoir te retrouver. Donc, il y a quand même des difficultés dans ce sens-là. Maintenant, je ne sais pas s'il y a dans les lois au niveau du Sénégal, qu'est-ce que dit la législation par rapport à ça. Ça, je n'ai pas connaissance, mais je sais qu'ils ont des difficultés. Voilà. Merci. Idrissa, tu aurais un mot là-dessus? Oui, rapidement, Daouda, pour revenir tout de suite à ta question de solutions, et je n'ai pas eu l'occasion de numérer 2 mots. Non, oui. Simplement, c'était pour ma part, au fait, d'accentuer davantage les échanges scientifiques autour de ces régions. Parce que vous voyez bien, lorsque Sylvie parle de contradictions dans les chiffres, et nous sommes à ce niveau jusqu'aujourd'hui. Il y a tellement de contradictions que moi, je ne me lance pas parfois dans les chiffres parce qu'on s'y perd. Donc, mais aujourd'hui, si on a la chance que ces régions-là, en fait, scientifiquement, fassent des études communes et puis de façon universitaire s'échangent autour de ces questions de ressources, autour des questions de migration, on aurait quand même un peu un impact ou bien plutôt une base de données sur laquelle développer et qui vous-même vous permettre après de rebondir pour accentuer davantage vos échanges. Par exemple, nous avons 2 universités dans cette région, mais l'université Assane Diop à Casamance, pratiquement les Guinéens ne la connaissent pas. Alors qu'on peut, par exemple, par ces frontières-là, peut être fréquentée par toutes les nationalités de cette région, parce que de cette région, on regorge les mêmes ressources. Alors, l'université, à ce niveau, on peut intégrer des cursus qui enseignent la gestion de ces ressources autour de ce littoral-là. Il y a le pétrole de part et d'autre, il y a l'anacardier, et puis de part et d'autre maintenant qui est arrivé en Guinée. Il y a ces questions de mines, etc., etc. Et de l'autre côté, vous avez l'université de Bokeh, que pratiquement beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas. Donc, pour moi, il faut d'abord un échange scientifique, impliquer davantage les chercheurs, pour vraiment avoir un minimum de connaissances et permettre de rebondir. Maintenant, pour revenir à votre question des réfugiés, dans cette zone du littoral, la question des réfugiés se pose plutôt de l'autre côté, surtout en Casamance. C'est là, parfois, le conflit armé en Casamance, en zone de réfugiés, mais plutôt qui est géré entre la Gambie et le Sénégal, pas du côté guinéen. Donc, à ce niveau, il n'y a pas beaucoup de questions qui se posent entre la Guinée et les autres pays pour des questions de réfugiés. Mais je sais bien qu'en Casamance, il y a ce problème qui se pose entre la Casamance et le territoire impliqué de la Gambie. Donc, ces questions-là, parfois, elles sont occultées, et pourtant elles sont réelles. Je pense qu'il faut davantage en parler. Maintenant, pour le cas de la Guinée, les questions de réfugiés, dans ce bassin-là, dans ce côté-là, il n'y a pas de réfugiés proprement dit, mais il y a des populations qui sont en quelque sorte traitées hors, c'est-à-dire comme si vous prenez les populations de la zone de Koundara et de Gawal, de Kounyagi, qui sont apparentées aux populations sénégalaises, ils ont des problèmes d'intégration ou même des problèmes administratifs pour se faire délivrer des papiers d'identité. Parce que lorsqu'ils viennent en Guinée, dans les organismes appropriés pour se faire délivrer ces identités, on les apparente à des Sénégalais, par leur patronyme, donc par leur apparence. Donc, il faut beaucoup de tracasseries et beaucoup de témoignages pour pouvoir les délivrer un papier d'identité. Donc, c'est compliqué. La Guinée elle-même a eu à gérer des réfugiés, léonais, sierra-léonais, dans d'autres zones, surtout en Guinée forestière, mais gérés surtout par des organismes comme l'OIM. Ce n'est pas le pays lui-même qui a géré ce truc-là, c'est plutôt les Nations Unies. Et l'OIM a une grande documentation autour de la gestion de ces réfugiés-là. Donc, jusqu'en 2005, la Guinée, dans l'ensemble, était une terre d'émigration par le fait de ces flux de réfugiés-là qui venaient de la Sierra Leone et du Libéria. Mais à partir de 2016, de 2005, la Guinée est devenue une terre d'émigration. Donc, les gens, par l'ouverture des opportunités et puis les frontières qui sont ouvertes, puis les consulats qui sont là, le Schengen s'est mis en espace, donc les gens sont mis à sortir. Donc, la question
pour moi, il faut plutôt la poser ou bien la gérer de façon de ces populations-là territoriales que de ces questions de réfugiés, mais qui sont propres à un pays particulier, le Sénégal. OK. Merci beaucoup, Idrissa. Je pense qu'il nous reste encore quelques minutes pour terminer. On va peut-être juste reprendre une dernière question. C'est deux dernières questions. Le rôle des OSC dans l'application des textes de la CEDEAO sur le droit des migrants et comment valoriser l'apport des migrants dans les pays d'accueil. Donc, une question plus institutionnelle et une question plus en termes de stratégie d'accueil et de valorisation justement de la migration. On va prendre une ou deux réponses rapides et on va aller vers la synthèse. Le rôle des OSC. Mariama, à un moment donné, je pense que tu avais invoqué les parlementaires. Est-ce que vous orientez dans vos publics cibles en termes de mobilisation d'acteurs pour améliorer l'existant? Est-ce qu'au-delà des parlementaires, la société civile aurait un rôle à jouer? Oui, justement, oui. Effectivement, la société civile a un rôle à jouer parce que c'est à elle de pouvoir porter tout ce plaidoyer afin de faire reconnaître le droit des migrants. Je ne l'ai pas précisé, mais dans le cadre de notre étude, nous travaillons avec le Forum social sénégalais. Donc, comment on appelle ça, le Syndicat national des travailleurs du Sénégal. Donc, ces deux organismes-là seront chargés de pouvoir porter les résultats de nos études auprès des autorités afin qu'on puisse reconnaître le droit des migrants. Donc, ils ont un travail vraiment à faire, un travail de sensibilisation, de formation, parce que ce sont eux qui sont plus sur le terrain en termes de sensibilisation surtout et formation et en contact direct avec les migrants, les associations des migrants. Donc, ils ont leur place et ils ont leur rôle à jouer dans ce processus. Et je pense qu'ils sont en train de... ils mènent des actions sur le terrain, des tournées souvent qu'ils font pour sensibiliser par rapport à la libre circulation des personnes. Ils sont sur le terrain, mais peut-être qu'il faudrait justement changer de stratégie pour pouvoir, afin d'atteindre plus, afin de pouvoir, je ne sais pas, transmettre davantage ce que nous avons à dire, afin que, voilà, que le message passe, comment trouver d'autres canaux d'information pour faire vraiment passer le message. Peut-être c'est ce travail-là qu'ils devraient, eux, à leur niveau, faire ces réflexions-là. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres compléments, on peut se diriger vers la sortie. Super. Idrissa? Lorsqu'on parle de transfert, voici un autre fantasme aussi qui a trop nourri les questions de migration. Parce que lorsqu'on parle de transfert, on ne parle que de transfert en quelque sorte de l'Occident vers le continent africain. Alors que les plus grands apports des migrants se situent effectivement à l'intérieur même de la région. Donc, mais pour le cas de la Guinée, les migrants, contrairement aux autres pays, où les migrants guinéens, les immigrants guinéens, c'est-à-dire d'origine sénégalaise ou d'autres pays, apportent plus en Guinée, c'est-à-dire ils reçoivent plus de l'argent lorsqu'ils sont en Guinée, contrairement aux Guinéens qui sont au Sénégal, qui, eux, ramènent plus leurs biens, leur argent du côté de la Guinée. Donc, les Sénégalais, les Gambiens, les autres nationalités qui se trouvent en Guinée n'exportent pas beaucoup leurs biens vers leur pays d'origine. Donc, ils les utilisent plutôt en Guinée parce que du fait que le franc guinéen, en quelque sorte, n'est pas trop convertible par rapport au CFA ou par rapport à d'autres monnaies. Alors que le cas contraire, les Guinéens qui sont au Sénégal et dans d'autres pays transportent beaucoup plus leurs biens vers la Guinée parce qu'il y a une grande différence entre le dalasi gambien et le CFA et le franc guinéen. Donc, à ce niveau, il y a cette contradiction, ou plutôt,
cet apport positif des autres migrants, des autres nationalités en Guinée, et les Guinéens eux-mêmes de l'autre côté. Mais les autres transferts des migrations dont on veut parler, c'est-à-dire les retours, c'est surtout les jeunes qui quittent l'Europe de façon forcée et qui sont gérés par l'OIM et qu'on encadre dans des activités particulières. D'accord. Merci beaucoup Idrissa. Merci. On va se diriger vers quelques éléments de synthèse. Peut-être d'abord revenir sur voilà, la question qu'on avait posée aux participants, parce qu'on voulait savoir quelle était leur perception sur la destination. La destination des migrants. Voilà. La réponse est la suivante. À la question, quelle est selon vous la destination principale des migrants issus des régions du littoral ouest africain? Voilà, 50% pensent que c'est l'Europe, pays voisins 25%, et puis région voisine version 25%. Donc voilà. Notre fromage ou plat de tchéboudienne, là, on voit bien que la perception est forte par rapport à ce regard qu'on porte sur l'Europe et qui est lié à ce qu'on disait par rapport au focus sur les médias qui mettent plus l'angle d'attaque sur la migration internationale et puis les études aussi qui mettent le focus sur cette dimension internationale de la migration. On va faire un petit rappel sur la table ronde 1. La table ronde 1, on avait voulu aborder la question des ressources et la tension entre protection et exploitation. On s'est rendu compte qu'on est en train de tendre plus de la protection à la préservation. On a parlé de reconnaissance, de respect et de légitimité. De pluralité de valeurs, d'éthique, de robustesse des institutions et d'un besoin de réinventer le commun. Quelque part aujourd'hui, on a aussi un peu abordé ces différentes dimensions, le respect, la reconnaissance, la pluralité, la diversité et puis le rôle phare des institutions qui doivent être solides pour pouvoir effectivement être efficaces dans cette réinvention du commun. On a beaucoup parlé de ressources humaines aussi, parce que qui dit mobilité humaine et de bassin d'emploi. On se déplace pour chercher de l'emploi. La table ronde 2 nous avait dit qu'il faut mieux connaître les ressources naturelles et humaines. L'inclusion, la diversification, la formation sont des conditions pour que les emplois puissent être plus à même de permettre du développement, mais encore faut-il qu'il y ait de l'investissement. Ce besoin de mieux connaître, on le retrouve également dans cette table ronde 3, parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment de la déconstruction à faire par rapport à la perception qu'on a sur la mobilité dans la sous-région. On se rend compte qu'on prend plus en compte les raisons pour partir, mais il y a également les raisons pour venir, parce que le littoral ouest africain constitue un lieu d'attraction de déplacement de population, notamment au niveau des pays voisins. Et donc, quelque part, il serait important qu'on se rende compte que dans les 3 tables rondes, on a des ressources naturelles qui attirent, on a des ressources humaines qui se déplacent, qui veulent chercher du travail, et que quelque part, il y aura à régler. Et on verra à travers la synthèse de la journée d'aujourd'hui qu'il y a plusieurs types de regards qui peuvent être portés. Les raisons pour partir, les raisons pour venir. Le littoral ouest africain est un lieu de départ, mais il est également un lieu d'arrivée. Donc, pas d'emploi, on va aller chercher du travail, on veut mieux vivre, mais il ne faut pas oublier que la migration est une tradition aussi quelque part chez beaucoup de populations de ce littoral ouest africain. Rappelons-nous que les frontières sont venues après.
Les ressources, ce sont les ressources qui attirent les personnes. Les ressources halieutiques, les hommes suivent les poissons. Ressources agricoles, on va pour travailler la terre. Ressources minières, ça apparaît comme aussi une tendance forte et lourde. Et puis, un autre aspect qui est apparu, c'est la frontière en tant qu'entité, créant aussi des flux en matière de commerce, d'économie, et qui constitue en soi aussi un pool d'attraction. Quelque part, on part parce que, voilà, on miroite un mieux vivre, mais la réalité peut être différente de ce qu'on pensait vivre. Cette réalité comporte des risques, a des conséquences, parce que l'intégration, parce que l'accueil n'est pas aussi simple que ça ne paraît, de la même manière que la circulation n'est pas aussi simple que ça ne le paraît sur les textes. On a des lois, mais on a des actes qui parfois sont contradictoires aux lois. Une volonté sous-régionale de faciliter la migration, le déplacement, et puis on se rend compte quelque part que voilà, ce n'est pas aussi simple, aussi une réalité difficile à mesurer. Il y a un travail de déconstruction à faire par rapport à des perceptions qu'on a sur une amplification de la migration. En réalité, c'est que 3,2% de la population, nous dit Sylvie, dont 2,9% d'Africains. Donc, en fait, il n'y a pas comment dire, cette angoisse qu'on pourrait avoir de cette masse de jeunes qui vont aller, voilà, envahir le monde. D'autant plus que 2 tiers de ces migrants restent en Afrique et vont juste dans les pays voisins. Donc, une difficulté. Et puis, on parle beaucoup de stock et on ne maîtrise pas suffisamment les flux. Ce grossissement médiatique contribue à penser qu'il y a de la menace, de l'invasion, d'une jeunesse dangereuse. Et donc, voilà, ça favorise aussi ces restrictions par rapport à l'installation, des blocages liés aux nationalités. Voilà, beaucoup de complexité aussi liée à la diversité législative parce qu'on a des pays extrêmement différents, utilisant des langues différentes et qui ont des pratiques, des façons de faire différentes. Donc, quelque part, un défi, une perception sur les migrants à renouveler. Mais se cache en toile de fond une question, quelle politique nationale en matière de migration, au-delà de la volonté sous-régionale initiée au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est encore les États, et ça ne fait que renforcer cette contradiction. On veut la chose, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour y arriver, on fait le contraire. Et donc, cette volonté de mieux vivre ailleurs reste encore un défi. Je vais encore prendre quelques minutes pour conclure. Voilà, on bloque encore, on continue à bloquer. Les risques sont toujours là, les conséquences sont là. Pourtant, il y a possibilité d'avoir un bien-être à partir de la migration. Il y a une facette de la migration qui est plus comment dire, qui peut procurer plus de ressources humaines, de savoir, mais encore faut-il des conditions pour l'améliorer. Les instruments communautaires devraient pouvoir être révisés et mieux appropriés pour être plus efficaces, plus de justice et porter un regard renouvelé sur les migrants qui sont aussi force d'innovation. Donc, ce nouveau regard sur la migration, mais également une nouvelle gouvernance de la mobilité, aussi bien au niveau sous-régional qu'au niveau de nos différents États. Nous vous remercions pour votre patience et votre engagement par rapport aussi bien à cette table ronde 3 et également les autres tables rondes, la 2 et la 3. Nous vous remercions pour votre aimable contribution et votre disponibilité à tous les 3. Et nous en profitons aussi pour remercier les intervenants de la table ronde 1 et de la table ronde 2. Et surtout, remercier les participantes et participants qui nous ont consacré leur temps pendant ces 3 tables rondes des jeudis du littoral ouest africain. On espère que ça vous a apporté quelque chose et on vous réinvite encore à aller
revisiter la story map au niveau du site. L'ensemble des ressources sont toujours là à votre disposition, aussi bien sur les 3 enjeux, mais également sur les études qui ont été menées sur le littoral ouest africain, la plateforme de ressources de l'Université Hassan Sek, que nous remercions encore une fois. On vous invite à y aller, à revisiter ces documents, d'autant plus que vous trouverez aussi des contributions des différents intervenants. On a commencé à en mettre, on va encore en mettre et nous vous invitons à nous renvoyer les éléments, vos écrits sur le sujet pour que les échanges puissent continuer sur la plateforme Imagina au bénéfice des habitantes et habitants du littoral ouest africain. Nous vous remercions et à tantôt pour d'autres échanges sur cette même plateforme. Au revoir et grand merci à tous. Au revoir. Allez, merci beaucoup. Allez, au revoir. Jërëjëf Mariama. Jërëjëf Daouda. Juste une petite question, Daouda. Oui. Juste pour dire que c'est le questionnaire là que vous avez envoyé aux participants, pour moi, il était biaisé parce que vous avez mis un avion. Donc, oui. Un avion, donc ça sous-entend que les gens sont partis en avion, donc forcément en Europe. Oui. Et après, vous avez mis un cartable. Donc, ça veut dire que vous pensiez que c'était des étudiants. Donc, attention aussi, vous pouvez induire les réponses par la manière de poser les questions. Toutes les réponses biaisées. Toutes les réponses biaisées. Ouais. Comme quoi, vous voyez comment on peut... contradictoire à la réalité. Comment on peut trafiquer la réalité, hein? Facile. Absolument. Ça veut dire que ce travail de déconstruction est à faire de tous les côtés, quoi. Même du côté de ceux qui disent qu'il faut déconstruire, mais il faut se déconstruire. Exactement. Absolument. Merci pour ce clin d'œil. Bonne journée. Allez, à bientôt. Au revoir, Sylvie. Merci. Au revoir, à bientôt. Bye bye.